Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 2. Chapitre 2. Un voyage sans encombre. Le Justice s'éloignait déjà d'Erdug, Victor Saunders et Adam Marcus à son bord. L'échelle d'entrée qu'ils avaient empruntée donnait sur un sas verrouillé par un code à 12 chiffres que seul Victor connaissait. Ensuite, les deux avaient traversé la salle de séjour du vaisseau. C'était une pièce de 8 mètres sur 10, aux murs tapissés de blanc. Des armoires et autres compartiments, la plupart secrets, contenaient sur tout le pourtour de la pièce différents outils utiles aux réparations de routine et à l'entretien du Justice, mais aussi des armes et même des ingrédients de cuisine, avec, bien sûr, plusieurs ustensiles. À gauche, 2 mètres carrés étaient offerts au coin cuisine. Un four et une taque permettaient à Saunders de préparer de quoi manger durant ses nombreux voyages. Au centre, un divan en angle droit faisait face à un objecteur holographique où il était possible de jouer des enregistrements de films, un divertissement inventé sur Tra dont raffolait la galaxie entière. La porte suivante donnait sur un couloir assez court au bout duquel se trouvait le cockpit, mais qui donnait également accès aux compartiments techniques et informatiques du vaisseau. Aux commandes, le propriétaire du Justice encoda des coordonnées afin de lancer le pilotage automatique. L'œil veillant, le Méditerranéen qui l'accompagnait remarqua que leur destination n'était pas du tout Nahama. « Où allons-nous » demanda-t-il d'un ton neutre, mais faisant comprendre à Saunders qu'il était surveillé. « À Kryn » répondit le contrebandier. « Nous sommes à 1 semaine de Nahama et nous avons besoin de nous ravitailler, histoire d'avoir assez de carburant et de nourriture pour le voyage. »« Pourquoi ne pas l'avoir fait à Erdug ?» Victor marqua un temps d'hésitation avant de répondre. Daniels allait finir par se rendre compte de sa supercherie et les Seahorners n'étaient pas connus pour leur sens de l'humour. S'il n'en avait tenu qu'à lui, Saunders aurait quitté la station bien plus tôt et serait déjà loin à cette heure. Il sentit une violente tension monter au coin de son estomac. Il aurait dû partir bien avant, et même si Daniels le laissait quitter l'espace d'Erdug, il allait encore devoir passer la frontière tenue par les Sovat et les Darniens. Ces derniers ne poseraient pas de problème. Au pire, il fouillerait le vaisseau, mais ne trouverait pas les documents bien à l'abri des regards dans une cache secrète. Mais l'Empire... Il était rare de croiser l'un de leurs vaisseaux sans avoir de problème. Ils agissaient en toute impunité, et la plupart en profitaient. Un jour, un homme gris avait volé une pièce du système de navigation du Justice. Lorsque Saunders avait protesté, il avait reçu un violent coup de crosse à l'arrière du crâne d'un autre soldat qui lui avait dit de se plaindre à l'empereur, en riant à la façon de son peuple. « Le carburant est moins cher à Kryn, répondit-il finalement. Adam allait lui faire remarquer que ce n'était pas le cas, mais Saunders changea de sujet avant qu'il n'en ait le temps. C'est étrange, lança le contrebandier en se laissant glisser dans son siège pour être plus confortable, observant par la baie avant du vaisseau l'espace dans lequel le Justice se dirigeait seul à présent. Quoi donc demanda l'autre. Qu'un politicien humain fasse affaire avec les Darniens. Ça fait des années que je ne suis pas allé sur Tra, mais aux dernières nouvelles, les relations avec la République n'étaient pas terribles. Tra n'a aucun conflit avec Darn, corrigea Adam. C'est les Sovat qui se confrontent à eux, pas nous. Seulement notre planète fait partie de l'Empire et donc doit embrasser toutes les décisions Sovat. À cause de cette rivalité, les peuples de ce côté de la frontière ont l'interdiction de commercer avec ceux de la République. Ce qui évidemment vous arrange vu que vous êtes payé pour faire passer les accords interdits entre notre employeur et Nahama. Saunders sourit à son équipier du moment. 50 000, cela valait bien la peine de se confronter à la douane Sovat. Vous avez raison, dit-il. Je ne vais pas pleurer pour une situation qui gêne un politicard et me rapporte un peu. C'est vrai que vous ne donnez pas vraiment l'impression d'être du genre à pleurnicher pour rien, plaisanta Marcus. Il n'y a que 2 choses qui peuvent me faire pleurer, expliqua Victor qui cherchait à sympathiser avec cet homme avec qui il allait voyager 1 semaine. Éplucher des oignons et la très bonne musique. La très bonne musique ? Saunders se redressa sur son siège et pressa un bouton du poste de pilotage. Un menu holographique apparut devant lui et il sélectionna une compilation aléatoire de morceaux qu'il aimait. La musique démarra. C'était une composition d'un musicien républicain jouée par un orchestre de 7 lézards avec des instruments de leur monde. Des scatis, instruments darniens en métal vibrant dont le timbre ressemblait à celui d'un violon de Tra, lançaient des mélodies rapides et intenses, accompagnées de violentes percussions, pendant que les carios, qui produisaient un son de cuivre, s'élançaient dans de grandes envolées lyriques et épiques aux notes mystérieuses, incitant l'imagination à se rappeler l'époque des premières conquêtes spatiales. « Ah, l'Ode à la lune de Darn !» s'écria Adam qui visiblement partageait les goûts musicaux de Saunders. On entend bien que cette musique a été composée par des explorateurs et des rêveurs.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il aurait mieux valu pour tout le monde que Thras se retrouve du côté de la République, pas de l'Empire. Bof, j'imagine que c'est la même chose, répondit négligemment le contrebandier en diminuant le volume. La même chose? Pas du tout, s'emporta le Méditerranéen qui semblait n'avoir aucune amitié pour leurs conquérants. Les Soviets s'attaquent à une planète, l'asservissent et lui prennent ses ressources. Ils ont réduit les humains en esclavage et ont imposé des taxes. Ils nous ont envoyé faire des guerres qui ne nous concernaient pas. Sanders le coupa dans son plaidoyer. Alors que les derniers arrivent sur une autre planète, en élisent eux-mêmes quelques représentants sans que les habitants puissent les choisir, et ensuite leur font payer des taxes et les forcent à suivre toutes les décisions prises par le Haut Conseil de Darn. Tu as raison, c'est totalement différent. Tu dis que les Soviets sont dans le bon? Je dis que l'Empire soviétique est une bande d'enculés, répondit Victor d'un ton pragmatique, mais que la République darnienne n'est pas meilleure. Au moins, les Darniens laissent les planètes de la République s'exprimer. Ouais, la dictature c'est ferme ta gueule, et la démocratie c'est cause toujours. Marcus laisse apparaître un petit sourire devant cette vérité. T'as lu ça écrit au marqueur sur une porte de chiottes ou quoi? Sanders lui rendit sa mimique. Précisément, dans les toilettes d'une prison jarlienne, quand je faisais dans le transport de prisonniers. Tu as bossé du côté de la loi à une époque? Comment tu t'es retrouvé à faire de la petite contrebande? La plupart de mes collègues faisaient plus ou moins de la contrebande, expliqua Sanders sans complexe vis-à-vis de son métier. Tu sais, tu traverses des systèmes entiers sans être contrôlé parce que tu transportes des prisonniers et que tu es hors de tout soupçon. Un jour, on te propose d'ajouter un petit truc illégal qui doit aller au même endroit que toi. Tu le fais, on te propose de le refaire, tu le refais. Ça arrondit tes fins de mois. Tu t'en mets plein les poches pendant 2 ans, puis ton supérieur se rend compte de tout et te laisse le choix. Démissionner et on oublie tout, ou aller en tôle. Et comme sur 2 ans je m'étais fait pas mal de contacts dans les trafiquants et tout ça, j'ai décidé de continuer là-dedans. Je suis pas un artiste et ni un architecte, ni un médecin, ni un constructeur, et encore moins un bon soldat. Tout ce que je sais faire, c'est me démerder. Alors, je me démerde. Et t'as jamais eu envie de te remettre au travail légal? À ces mots, Victor ne répondit pas. Ses sourcils se froncèrent. Il coupa la musique et se mit à tapoter sur l'écran holographique, enclenchant plusieurs systèmes du vaisseau que Marcus ne connaissait pas. « Ça te met si mal à l'aise que ça ?» demanda Adam. « Arrête de parler » ordonna Sanders. « On est pris en chasse. »« Quoi? Par qui ?» s'élança Marcus dans un début de panique. « J'en sais rien, pour le moment. »« T'es sûr de ce que tu dis ?» Victor enclencha un bouton et le radar du vaisseau apparut en hologramme devant le siège copilote qu'occupait Adam. 3 points lumineux avançaient au bas de l'écran vers le centre. « Il ne nous contourne pas, remarqua-t-il. »« En fait, il nous fonce dessus, précisa Sanders. » Soudain, une lumière rouge s'illumina au centre du panneau de pilotage. « Ça veut dire quoi, ça ?» demanda le Méditerranéen. « Notre signal est accroché par leurs lance-torpilles. Ils ne font pas feu, mais nous menacent de le faire. » Juste en dessous, une lumière verte se mit à clignoter, accompagnée d'une petite alarme. « Une communication qui entre, » expliqua Sanders en appuyant sur la lumière verte. Un écran holographique apparut devant eux, donnant forme au visage de Daniels. Victor soupira. En fait, c'était assez prévisible. « Bonjour !» s'écria-t-il sur un ton abusivement sympathique. « Je pense que ton équipage a commis une erreur de calcul. Apparemment, vous nous visez avec vos torpilles. » La seule erreur qui a été commise, Sanders, c'est celle d'une petite merde de contrebandier qui a osé me menacer d'une bombe, s'emporta le pirate. « Oh, allez, juste une petite blague entre vieux amis. D'ailleurs, il n'y avait même pas de bombe. C'est drôle, non ? » Ce qui est drôle, c'est que je vais récupérer mon fric et tout ce qu'il y a dans ton putain de vaisseau. On va s'amarrer aux justices. Laisse-nous faire, sinon je prendrai aussi ta misérable vie. Mes armes sont conçues pour percer les coques des vaisseaux de combat darniens. Imagine ce que ça pourrait faire à ton petit justice. Et la communication se coupa sur cette menace aux airs de déjà-vu. Sanders activa plusieurs boutons et programmes du tableau de bord sous l'œil accusateur d'Adam. « Tu le connais ?»« Relation de travail, sans plus, expliqua Victor sans cesser de son ouvrage. « Et là, tu fais quoi ?» reprit l'autre sur un ton très impatient qui tentait vainement de se retenir. « Je regarde ce à quoi nous avons affaire. » Un nouvel écran holographique apparut devant eux, permettant de voir ce qui se trouvait à l'arrière du Justice. Comme l'indiquait le radar, 3 vaisseaux étaient en approche. Au centre, un large bâtiment d'une dizaine de fois la taille de celui de Sanders, accompagné par 2 petits chasseurs. Le plus grand avait une forme arrondie et plate, présentant de nombreuses mitrailleuses et autres lance-torpilles sur toute sa surface, ainsi que des plateformes pouvant accueillir 4 vaisseaux plus petits.
Les deux autres étaient des chasseurs de type mitrailleur, conçus pour le combat rapproché. Très petits, ils ne possédaient qu'un poste de pilotage cubique à peine de la taille d'un homme. Sous le cockpit se trouvaient deux trains d'atterrissage longs de 3 mètres, au bout desquels se trouvaient des canons de mitrailleuses anti-blindage. Ils étaient vraiment très moches, avec leur forme carrée, mais très fiables, car justement conçus pour faire la guerre, pas pour être beaux. Merde, soupira Sanders. Il a sorti le Bigfoot. Le Bigfoot? S'écria Adam. Tu veux dire que ce gars-là, ta relation de travail, c'est Hector Daniels, le chef des sillonneurs? Ouais, c'est à peu près ça, répondit Victor, qui semblait ne pas du tout s'inquiéter de la situation. Et s'ils fouillent le justice, crois-moi, ils trouveront tes documents. Et on va faire quoi alors, maintenant? Ben, leur échapper. Sanders pressa une manette et les propulseurs se lancèrent à pleine puissance. La lumière rouge se mit à clignoter. Ils ont fait feu! Hurla Marcus en pleine panique. Le radar réapparut, indiquant la position des deux mitrailleurs lancés à leur poursuite, mais aussi deux nouveaux points bien plus rapides, les torpilles tirées par le Bigfoot. Sanders n'écoutait pas son copilote, concentré à la fois sur ses commandes et sur le radar qui indiquait le torpille de plus en plus proche. « On ne les esquivera pas !» hurla encore Adam. « C'est pas mon intention !» répondit Victor, calme et concentré. Les deux points lumineux s'approchèrent encore. Sanders activa l'écran arrière qui montrait parfaitement l'image de ces deux engins de mort lancés contre le Justice. Au dernier moment, il coupa les moteurs, faisant perdre le signal accroché par ses poursuivants, et enclencha une autre manette qui fit s'élancer derrière le vaisseau une boîte de métal qui émettait la même fréquence que le Justice, un leurre sur lequel se jetèrent les deux torpilles. Une explosion fracassante retentit dans le vide de l'espace, et le Justice fut projeté vers l'avant, touché par la déflagration. Une alarme retentit, tandis qu'un nouvel écran holographique apparut. Réacteur bêta endommagé, réacteur delta en surchauffe, réacteur epsilon détruit, réacteur zeta en surchauffe, réacteur omicron détruit, réacteur pi en surchauffe, réacteur sigma endommagé, système de navigation bloqué en attente de refroidissement des réacteurs delta, zeta et pi. Recommandation de réparation ou remplacement des réacteurs bêta, epsilon, omicron et sigma. Putain, merde, s'écria Sanders. On ne peut plus avancer? Victor enclencha les commandes de démarrage, mais rien ne se passa. Sur le radar, on voyait les chasseurs profiter de l'inertie de leur proie pour reprendre le retard qu'ils avaient pris. « Allez mon pote, démarre !» insista Sanders en s'acharnant sur les commandes. « Ils approchent, Sanders !»« Je sais !»« S'ils ouvrent le feu, nous sommes morts !»« Je sais, putain !» Tout à coup, les réacteurs se réenclenchèrent et le Justice s'élança en avant, esquivant au passage une première salve des mitrailleuses ennemies. « Ok, il est temps de répliquer !» s'écria Sanders en lançant son vaisseau dans un demi-tour en vrille. Les deux chasseurs le dépassèrent et se lancèrent tous deux dans une manœuvre semblable à la sienne, tandis que le Justice achevait un tour complet pour faire face à ses adversaires. Victor enclencha le système de combat et un nouvel écran apparut. Les signatures des deux mitrailleurs étaient courtes et il serait difficile de les accrocher. Le Justice fonçait à présent droit sur les chasseurs qui eux-mêmes allaient contre lui. Sanders serrait les dents. Il devait faire feu avant eux, mais pour cela, il devait d'abord accrocher leur signal. Il arriva à portée de leurs armes. Ils firent feu. Les tirs lumineux percèrent l'espace droit devant eux et vinrent s'éclater contre la coque du Justice, provoquant de violentes secousses. Brèche dans la paroi avant, alimentation de l'énergie à but de confort endommagée, panne des systèmes de conservation des aliments, système de nettoyage des vitres percé, tandis que sur un autre écran apparaissait « Signature ennemie accrochée ». Sans attendre, Victor décocha une torpille qui s'élança contre le mitrailleur. Une nouvelle explosion retentit dans l'espace, tandis que le Justice croisait ses adversaires en traversant la déflagration. Le radar indiquait toujours deux chasseurs. Sanders avait raté son coup. « C'est pas grave, on est toujours plus rapide !» s'écria Marcus. « Pas avec 4 réacteurs hors service !» corrigea Sanders. Une nouvelle secousse surprit le vaisseau alors qu'une troisième salve fut décochée contre l'arrière du Justice. Réacteur alpha détruit, réacteur bêta détruit, réacteur epsilon détruit, réacteur kappa endommagé, réacteur lambda endommagé, réacteur omicron détruit, réacteur rho détruit, réacteur sigma endommagé, réacteur phi détruit, réacteur oméga détruit, système de navigation hors d'usage en attente de réparation totale. Plusieurs lumières du tableau de bord se mirent à vaciller jusqu'à cesser complètement, et le Justice arrêta son avancée, se laissant dériver dans l'espace. Les deux chasseurs cessèrent le feu et se placèrent devant le vaisseau de Sanders, menaçant, dans l'attente d'une possible nouvelle envolée soudaine, alors que sur le radar, le Bigfoot se rapprochait.
Cette fois, Victor et Adam n'avaient plus aucune échappatoire. Une nouvelle communication entra et Sanders y répondit. À nouveau, sur un écran holographique apparut le visage sévère de Daniels. C'était une petite poursuite amusante, railla le pirate. Mais mes scanners indiquent que tu n'iras pas plus loin. Ben en fait, dans un premier temps, je t'avoue que j'ai voulu fuir, répondit le contrebandier. Mais après, j'ai vu les efforts que tu déployais pour me rattraper, alors j'ai compris à quel point cet argent comptait pour toi. Je te rends tout, les 4500 mérites et on est quitte. Sanders semblait tout à fait calme, limite amusé par la situation. Il en plaisantait presque. À côté de lui, Adam lui lançait un regard haineux. Les manières insouciantes du contrebandier l'irritaient et c'était peu dire. Ils allaient probablement se faire tuer et l'autre souriait. « Tu n'es pas en mesure de négocier, le reprit Daniels. Nous allons nous amarrer à ton vaisseau et toi, tu vas nous ouvrir le sas. Ensuite, nous allons tout vider et prendre tout ce qu'on peut. Si tu n'obtempères pas, ce sera une balle. Dans le testicule droit. Pour commencer. » Et l'écran disparut tandis que le Bigfoot s'approchait pour entamer la procédure d'amarrage. Autour d'un sas du vaisseau pirate, un large couloir sortit de la coque pour avancer vers le sas du Justice afin de relier les deux bâtiments. Le bout de ce pont était magnétique afin de coller parfaitement au contour du sas du vaisseau auquel il se liait. Bien sûr, un petit coup sur les propulseurs permettrait à n'importe qui de s'échapper, mais ceux du Justice étaient hors service. Sanders se leva et avança vers l'entrée de son vaisseau. « Alors, on fait quoi » demanda Adam en le suivant. « On se rend et on espère qu'ils ne nous flinguent pas » répondit Sanders, calme. « Tu te fous de moi? Ils vont forcément trouver le document de Verman, s'emporta le garde du corps. »« Et tu suggères quoi » le reprit nerveusement Victor. « On leur tire dessus, comme ça ils nous descendent et de toute façon après ils les prennent tes documents. Le mieux à faire c'est poser nos armes et essayer de pas se faire buter. »« Ces accords doivent arriver sur Nahama » insista Marcus. « Ils y arriveront, soupira Sanders, d'une manière ou d'une autre. La galère, ça me suit et je m'en sors toujours, ne t'inquiète pas autant. » Les deux arrivèrent devant le sas. « Je devrais peut-être faire comme toi et m'en foutre de tout. » Non, tu devrais faire un peu plus confiance en ton instinct de survie. Toutes les situations sont possibles à régler. Il n'y a que quand on est mort qu'on peut plus s'en sortir. Au pire, Verman fera de nouveaux accords, je suis sûr que les Darniens comprendront et lui laisseront un délai. C'est quoi ces documents? C'est si important que ça? Une voix artificielle féminine retentit de l'autre côté de la porte. Procédure d'amarrage achevée. Sanders pressa la commande d'ouverture et immédiatement 5 hommes armés de fusils mitrailleurs entrèrent et braquèrent les deux vaincus. « À terre! Je veux voir ta putain de gueule à terre !» hurla l'un des pirates. « C'est bon, répondit Sanders, toujours aussi calme, alors qu'il se couchait face au sol, imité par Adam. Daniel s'entra derrière ses hommes, un sourire ravi au visage. « Désarmez-les, ordonna-t-il. » Deux hommes se chargèrent de Victor, l'un collant le canon de son arme sur sa tempe, le second se saisissant du pistolet du contrebandier, tandis que les deux autres faisaient de même avec Marcus. Daniel se prit l'arme de Sanders et la lui colla contre l'arrière de la tête, alors qu'il était toujours allongé au sol. « C'est un calibre spécial pour percer les carapaces de Sovat, menaça le pirate. Imagine ce que ça fera à ton petit crâne. »« Je t'en prie, souffla bruyamment Victor. Déjà, quand tu as repris ma phrase avec tes torpilles, j'ai trouvé que tu étais pas très inventif, mais si tu la reprends 2 fois sur la même journée, là, il y a un problème. » Daniel se frappa le crâne de Sanders avec la crosse de l'arme, lui arrachant un cri de douleur. Immédiatement, le choc redéclencha sa migraine. La douleur lui parcourait l'entièreté de la boîte crânienne. Il sentit des larmes monter à ses yeux tant le mal était insoutenable. Il serrait les dents, tentant d'endurer, mais personne ne l'aurait pu. C'était comme si la plaque qu'il avait dans la tête s'était fissurée et qu'un morceau de métal recouvert de rouille lui rentrait dans le cerveau. Il gémissait de douleur, presque en sanglots, alors que Daniels hurlait de rire. « C'est tout? C'est ça, Victor Sanders, un petit pleurnichard qui se met à chialer dès qu'on le cogne un peu ?» La douleur était telle que Victor ne comprenait même plus les paroles du pirate. Tout était flou, sa vue baissait, il s'évanouit. Putain, ma tête, quand est-ce que ça va s'arrêter? Tout est flou, je n'y comprends rien. Je suis où? Je dérive dans l'espace? Je suis pas à bord du Justice, je ne le vois même pas. Je vois juste toutes ces étoiles, ces milliers de points qui gravitent autour de moi. J'ai la nausée, faut que ça s'arrête. Ma tête me fait si mal, à chaque fois, tout le temps.
Je la vois. Autre chose. Elle brille au milieu des étoiles. Elle brille? Non, non, elle est sombre. Bordel, je délire. En tout cas, je la vois. Cette caisse, ces documents, ils sont importants. Pourquoi ils sont si importants? J'en sais rien, fous-moi la paix, merde! Non, non, ils n'ont aucune importance. Non, pas ces quelques fichiers. Pourtant, il faut que je les récupère. Il le faut. Victor revenait doucement à lui, mais ce qui l'entourait était toujours aussi flou. Sa tête, cette migraine qui ne finissait jamais, cette atroce douleur permanente. Il aurait voulu s'ouvrir le crâne pour en arracher cette part qui le faisait tant souffrir, percer cet os d'une balle pour laisser sortir ce qui lui comprimait tant le cerveau. « Ma veste !» réclama-t-il. Il tâta autour de lui pour la trouver. Il comprit qu'il était affalé dans son divan, à bord du Justice. Adam lui tendit le cuir. Sanders sortit ses médicaments et en avala 2 d'un trait. « Putain !» s'écria Marcus. « C'est du mirage ? Je comprends maintenant pourquoi t'es si insouciant à prendre rien au sérieux même quand le chef des sillonneurs te menace. C'est parce que tu te défonces, putain de junkie !» Sanders ne répondit pas, attendant que la douleur passe. Daniels a pillé ton vaisseau, a court-circuité tous nos systèmes de communication et de survie. Et pendant ce temps-là, toi, tu faisais une putain de crise de manque. Salopard de camé, s'ils avaient pas pris mon arme, je te descendrais, fils de pute. Adam empoigna Victor qui sentait que sa migraine diminuait. Tu te calmes, répondit finalement Sanders qui tentait vainement, dans un état plus que second, de se dégager. C'est médicinal. Ouais? T'as une ordonnance? Ben ouais, j'en ai une. Marcus savait très bien qu'on ne délivrait pas d'ordonnance pour le mirage ou un quelconque de ses dérivés. Il lâcha le contrebandier. Son état défoncé le dégoûtait et lui faisait pitié en même temps. Il s'assit lourdement de l'autre côté du divan en angle droit. « On nous avait dit que t'étais fiable, soupira-t-il. Et me voilà avec un camé en conflit avec des pirates. »« Arrête avec ça !» s'impatienta Sanders qui retrouvait ses capacités. « Je suis pas un camé, je te dis. » L'autre ne lui répondit pas, et Victor se redressa. « Alors ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon inconscience ?» L'autre grogna, puis répondit, dominant sa rage. « Daniel s'est fait fouiller le vaisseau. Il a pris tout ce qui pouvait lui servir, tes armes, ta bouffe, tes films. Il avait des scanners qui lui ont révélé toutes tes planques. Il a trouvé la caisse de documents de Verman. Elle est scellée, mais il a dit qu'il l'ouvrirait et prendrait ce qu'il y avait dedans. » Bah, tu sais, on aurait eu le même problème à la frontière. Eux aussi, ils ont des scanners. Pour ça que je déteste aller par là. Au moins, ils nous ont laissé en vie. Plus ou moins. En vie dans un vaisseau à la dérive, sans nourriture ni moyen de contacter les services de sécurité spatiale. C'est pire qu'être mort. Ouais, surtout avec un crétin qui te traite de junkie. Marcus sourit. Crétin? Je vais mettre ça sur le fait que tu viens de t'avaler 2 pilules de mirage. Comme quand tu t'es moqué de Daniels alors que t'avais son flingue sur la tempe. T'es défoncé. Premièrement, c'était mon flingue, pas le sien. Il m'a coûté une fortune et je compte bien le récupérer. Deuxièmement, envoyer chier un enfoiré comme Daniels, c'est pas être défoncé, c'est avoir des couilles. Troisièmement, je te l'ai dit, c'est médicinal. Et tu comptes le récupérer comment? Ton flingue? Railla Adam. Dans 12 heures, nous serons morts. Je t'en prie. Si on était désespéré, tu serais un tout petit peu plus paniqué que ça. Tu courrais partout en cherchant des moyens de rétablir les communications ou quoi. Si t'es assis à me prendre la tête, c'est que c'est déjà résolu. Je pense pas qu'un gars comme Jules Verman te confie une cargaison qui semble si importante sans un moyen de te surveiller. Ou du moins de le contacter en cas de problème. Il est sûrement déjà au courant de notre arrêt. Adam ne dit rien, se contentant de sourire à Sanders. Ce contrebandier était pas si con finalement. Alors, j'ai bon? Insista l'autre. Oui, t'as vu juste. J'ai une balise intelligente planquée dans la semelle de ma botte. Et il y en a une autre dans la caisse. S'il y a la moindre anomalie, elles envoient un signal à Verman. Anomalie du genre? Du genre, les 2 balises sont à plus de 700 mètres l'une de l'autre alors qu'on est au beau milieu de l'espace. Ouais, bien vu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verman va venir jusqu'ici, on va lui expliquer la situation. Ensuite, on suivra le signal de la caisse pour la récupérer. Sanders ricana. Ça fait beaucoup de moyens mis en œuvre pour quelques accords commerciaux. Y a quoi exactement dans cette foutue boîte? Adam soupira, mal à l'aise. Il hésita un moment avant de répondre.
Ça fait 30 ans que Verman trafique dans l'achat-vente d'androïdes. Victor éclata de rire. Tu me fais chier parce que je prends du Mirage alors que ton patron fait entrer des androïdes dans l'Empire. Tu sais qu'il risque la décapitation pour déshonneur de son peuple ou un truc du genre? Putain de Sovat, ragea Adam. Avec leur code d'honneur à la con qui leur permet d'asservir des planètes, de massacrer des peuples, mais qui leur interdit d'utiliser des machines qui leur facilitent le quotidien sous prétexte que ça les rendrait faibles. Verman cherche juste à aider les gens qui n'arrivent plus à survivre en leur vendant un robot et ils risquent la peine de mort. Ouais, ironisa Saunders. Quelle infamie que de punir un politicard véreux qui profite de la faiblesse des gens pour se faire du fric. Il leur offre pas ces androïdes, il le vend, alors me sors pas qu'il aide qui que ce soit. Eh bien les Sovat, eux, les laissent carrément crever ces gens faibles. Verman est ce qu'il est, mais il ne mérite pas la mort parce qu'il fait venir à nous un peu du mode de vie d'Arnien. Les gens vivent mieux dans la République. Saunders sentit une rage incalculable monter en lui. Tu aimerais vivre selon le mode de vie d'Arnien? Attaqua-t-il, subitement agressif. Sous des fêlés qui suivent aveuglément une putain de secte? Ils permettent aux gens d'avoir des androïdes pour les aider, mais leur font croire qu'on peut parler avec les planètes. Ils leur font croire qu'avant, ils avaient des temples partout dans la galaxie où on pouvait le faire, mais que ces temples, dont l'existence est carrément pas prouvée, ont été détruits il y a des milliers d'années, comme par hasard, et ils volent l'argent des honnêtes gens en leur faisant croire qu'ils montent des expéditions pour retrouver le dernier temple encore debout, le seul qui n'ait pas été détruit, mais que soi-disant personne ne sait où il se trouve, et les gens, ils payent, et on leur dit aussi de donner leur argent pour faire des recherches, et trouver comment parler aux planètes, et les gens, ils payent encore. Alors ouais, les Sovat sont les enculés, mais je préfère encore vivre sous des enfoirés qui ne s'en cachent pas, plutôt que sous d'autres qui se font passer pour des putains d'anges. Adam observait Saunders, perplexe, à l'écoute, sans comprendre la soudaine et disproportionnée montée de colère du contrebandier. L'autre semblait néanmoins se calmer une fois son sac vidé. « Ça te vient d'où, cette animosité envers les Darniens ?» demanda finalement Adam. Saunders le regarda avec reproche. Il n'aimait pas qu'on lui pose la question. Puis il soupira, accédant à la curiosité de son coéquipier. « J'avais 10 ans, expliqua-t-il, quand mes parents ont rejoint les Astristes. Un prêcheur dans la rue les avait persuadés de venir assister à une réunion. Ils avaient accepté. Au début, ils étaient sceptiques. Puis un de leurs prêtres leur a dit qu'ils avaient enfanté un élu, né avec le don de comprendre la déesse de Tra. Moi. Mes parents manquaient d'éducation et d'intelligence, ils ont cru chaque belle parole de ces fous furieux, juste pour l'espoir de sortir de la misère. Les Astristes ont pris tous les biens de ma famille en paiement pour me permettre de développer mes pouvoirs. Pour endurcir mon esprit, ils m'affamaient. Et pour que je devienne plus fort, ils m'épuisaient en me faisant travailler dans leur putain de mine. Ensuite, ils me droguaient et disaient à mes parents que toutes les inepties que je racontais en étant dans cet état étaient des prophéties. J'ai dit plusieurs fois à mes parents que nous devions partir. Ils ont toujours refusé. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas gâcher mes chances. Quel con! Quand j'ai eu 14 ans, ils m'ont fait subir une opération chirurgicale qui devait me permettre de voir la voie de Tra. Voir la voie, tu te rends compte, ça veut même rien dire. Et mes parents se sont engagés à travailler 20 ans dans les mines en paiement pour l'opération. Ils m'ont injecté un anesthésique contre mon gré. Je me suis réveillé sur la table d'opération, le crâne ouvert. J'ai saisi l'instrument du chirurgien lui enfoncé dans la gorge et je me suis échappé. J'ai réussi à atteindre la rue et un bolien m'a vu. Il m'a conduit à l'hôpital où j'ai été soigné. Ensuite, il m'a recueilli et je n'ai jamais revu mes parents. Si j'avais été hospitalisé quelques minutes plus tard, j'étais mort. Mais plusieurs parties de mon crâne ont été endommagées et mal réparées à cause de la hâte des chirurgiens qui sauvaient ma peau. C'est à cause de cette putain d'opération que j'ai toutes ces migraines. Adam écoutait attentivement. Il comprenait mieux la version de son hôte pour les lézards et leur religion. Mais il ne fallait pas mettre tous les Astristes dans la même catégorie. Ce qui était arrivé à la famille de Saunders était affreux, mais c'était le fait fanatique, pas de toute la communauté. « C'est pour ça que tu prends du Mirage ?» demanda-t-il. « Ouais, j'ai des lésions au crâne dont la réparation est trop chère pour mes faibles revenus. Alors j'ai un mal de tête permanent. Les antidouleurs légaux calment ma douleur, mais elles restent un handicap. Et moi, je veux pas être handicapé, je veux avoir les commandes de ma vie. Le Mirage ne fait pas que calmer la douleur pour la rendre plus ou moins supportable, ça me permet de plus avoir mal, du tout. Ça me permet de vivre. Mais tu as raison, ça me rend un peu insouciant. C'est un peu à cause de ça que je me retrouve si souvent dans la merde, mais c'est aussi grâce à ça que j'arrive à en sortir. Puis les filles adorent les mecs qui ont peur de rien. » Les deux se sourirent. Une sorte de respect venait de naître en Adam à présent qu'il connaissait l'histoire de Saunders. Un choc secoua le vaisseau. Victor se leva et s'approcha du sas. «
Procédure d'amarrage terminée, signala une voix masculine de l'autre côté. « C'est eux » demanda Adam en se levant. « Sûrement » confirma Sanders en ouvrant le sas. La porte s'ouvrit sur 5 hommes en équipement de combat. Ils portaient des armures aux pièces d'alliage anti-calibre lourds noirs qui protégeaient leurs torses, mais aussi leurs bras et leurs membres, reliés entre elles par du tissu pare-balles gris. Ils portaient un casque intégral à visière opaque, le tout dénué de tout signe d'appartenance militaire. Des mercenaires. Sanders leva les mains et les hommes entrèrent, les prenant en joue, méfiants sans être menaçants. « Adam Marcus » demanda l'un des hommes. « C'est moi » répondit celui qu'on avait appelé. « Il n'y a aucun danger ici. » Le mercenaire baissa son arme et parla dans un intercom à son poignet. « Zone sans risque. » La porte s'ouvrit à nouveau et Verman entra, accompagné de 2 nouveaux soldats. « C'est bon, baissez vos armes, ordonna-t-il. » Les mercenaires obéirent tandis que Sanders et Marcus baissaient les mains. « Vous avez fait vite pour dépêcher cette troupe, fit remarquer Victor. « Dans ce monde, un politicien doit toujours avoir une petite armée sous la main en cas de coup dur, expliqua Verman. Expressément lorsqu'il donne des missions importantes à des incapables, termina-t-il en posant un regard accusateur sur Adam. Mes excuses, se défendit l'autre. Nous avons été pris pour cible par des pirates. Ils ont gravement endommagé le vaisseau et ont pris tout ce qui s'y trouvait. La caisse y compris. Le visage de Verman devint cramoisi. Il avait vraisemblablement d'immenses difficultés à contenir sa rage. Le signal de la balise de la caisse conduit à une petite lune de grue. C'est à quelques heures d'ici. Nous partons immédiatement. Je n'ai aucune envie de laisser le temps à ces pirates de décoder mes données et d'ensuite pouvoir me faire chanter. Il faut récupérer ces accords avant qu'ils ne découvrent ce que c'est. Sanders, vous venez avec nous. Et mon vaisseau ? Demanda Victor. Remorqué par le mien. Mes mécaniciens le remettront en état. J'aurai besoin du justice pour porter mes documents jusqu'à Nahama quand nous les aurons récupérés. Disons que ces réparations seront le paiement pour votre aide dans le raid que nous allons opérer. Le raid ? S'insurgea Sanders. Attaquez la base des Sioneurs si vous voulez, mais faites-le sans moi. Mon travail, c'est pas de faire la guerre, c'est de faire passer des cargaisons. Je suis contrebandier, pas mercenaire. Verman dégaina un pistolet qu'il pointa sur Sanders. Vous avez 3 secondes pour le devenir. 2, 1... Stop! C'est bon, arrêtez, je viens de me souvenir, je suis mercenaire en fait. C'est fou d'oublier un truc pareil, s'écria Sanders avec cet humour improbable qui le caractérisait. Bien, répondit Verman en rangeant son arme. Dans ce cas, je vous invite à bord du Jules. Marcus connaît bien, il vous amènera à vos quartiers, où vous pourrez vous préparer avant le combat. Donner son propre nom à son vaisseau. Faut vraiment s'aimer, pensa Victor. Fin de la partie 2. Les musiques utilisées dans cet épisode sont TV Drama Version par Jason Shaw, Suspense par Matti Palanen, Horror Music par Jason Shaw, Chase par Matti Palanen, Opus One par Jason Shaw, Atlantis par Jason Shaw et Tension par Matti Palanen.